Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle séance de Médias Pionniers. Donc je vous laisse le temps de vous installer, de chausser vos écouteurs, votre casque pour profiter de la discussion. Donc aujourd'hui, de mon côté, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Parodi, que je vais qui va se présenter dans quelques instants. Mais je vous laisse vous installer pour profiter au mieux de cette discussion et que tout le monde puisse se connecter. Voilà. Donc aujourd'hui, l'IA, solution au problème industriel des médias, une discussion qui s'impose parce que beaucoup de choses ont été dites et c'est parfait qu'un expert comme, Emmanuel puisse, venir remettre les choses, dans le bon ordre. Bonjour Emmanuel. Hello David, bonjour et bonjour tout le Donc, monde. oui, en tout cas, merci 1000 fois, voilà, pour être venu chez Médias Pionniers. Je t'apprécie énormément. Tu es un expert incontournable, tout bonnement, des médias et de la presse et Merci. aujourd'hui, on a besoin de t'entendre sur, ce sujet qui fait énormément discuter. On le voit, hein, sur LinkedIn, hein, il y a énormément d'infos qui circulent de toutes sortes. Donc, avant de rentrer donc dans le détail de notre échange, est-ce que tu pourrais déjà te présenter en 2 minutes? Qui es-tu, Emmanuel? Oui, bah écoute, là je suis consultant depuis plusieurs mois. J'accompagne en fait les groupes de presse ou les structures qui produisent du contenu sur Internet et je les conseille. Donc ça va de formation, de l'accompagnement stratégique. Et moi, ma spécialité, c'est tout ce qui est modèle économique de la presse. Et donc, je vais faire des formations, par exemple, aussi sur tout ce qui est la publicité en ligne, le ad tech, c'est une des spécialités. Donc, des fois, je peux très bien former les équipes marketing, les équipes éditoriales sur voilà, le modèle économique de la presse et en gros, quelles sont les tendances de marché et autres. Moi, à la base, je suis plutôt journaliste et j'ai été pendant des années directeur des rédactions de nombreuses publications. J'ai une carrière très longue, 100% Internet, puisque moi, j'ai démarré dans les années 90. J'ai dirigé des marques comme ZDNet, CNET, Gamecult. J'ai passé 2 ans aux Échos. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire. Et après, je travaille aussi depuis des années au Geste, sur tous les dossiers, en fait, tout ce qui est problème d'application de régulation du secteur, les cookies, la pub, le RGPD, enfin tous les gros sujets qu'on a croisés. Et en ce moment, bah, par exemple, l'intelligence artificielle qui est un gros sujet. Et je travaille sur, bah, en gros, comment faire payer les plateformes. Et donc, je suis toujours au geste où je participe un peu à ce type de travaux, voilà. Et expert pour le ministère de la Culture aussi sur les demandes de sub de la presse. Ce qui fait que je vois passer beaucoup de dossiers, ce qui est intéressant parce qu'on voit l'évolution aussi des Sûr. modèles et les tendances en termes de type de projet. Excellent. Bon, bah, preuve que tu es la personne qu'il faut interviewer, donc qu'il faut écouter justement dans cette période où beaucoup de choses, sont dites et il y a beaucoup d'espoir et tu vas nous aider à faire le tri là-dedans. Donc justement, par rapport, à l'IA générative, qu'est-ce que ça révèle selon toi des non-dits, de notre secteur de la presse et des médias en général? Ah, les non-dits. Alors moi, tu sais, moi, j'essaie de réfléchir un peu comme économiste. C'est ma formation d'origine, mais ce qui m'intéresse, c'est l'aspect macroéconomique. Et quand on parle des médias, la question, c'est quel est le problème industriel des médias de tout temps? C'est pas forcément un défaut d'ailleurs, mais quelle est la spécificité des médias sur un plan industriel? C'est ce que les Anglais appellent un people business, c'est-à-dire que la difficulté des médias, c'est que les machines outils, bah, c'est des journalistes, c'est les humains. Et donc, le problème des médias, c'est qu'on peut toujours faire mieux, on peut faire plus, mais il faut toujours plus d'humains. Parce que d'un point de vue industriel, si vous avez récemment, vous êtes allé voir des investisseurs ou une banque pour financer un projet média, vous savez que c'est typiquement ce qui fait qu'on vous regarde un petit peu de haut et on se dit, oulala, c'est-à-dire que on comprend tout à fait que vous faites des choses passionnantes, vous pouvez toujours faire plus de choses, vous pouvez imaginer de la croissance, mais il faut toujours plus de monde. Ce qui veut dire qu'un des problèmes industriels des médias, c'est comment je peux faire plus et gagner la rentabilité et au-delà, sans être obligé chaque fois de doubler mes effectifs et autres. Ça, c'est un des problèmes majeurs du domaine des médias. Et donc, on cherche finalement soit à produire des contenus moins chers, avec moins de monde, etc. Le deuxième problème, il est très récent, c'est que quand on est sur Internet, là, on va assister probablement dans les prochains mois à un effondrement d'une partie de ce qui faisait le trafic des médias, et donc il y a un problème de distribution.
Et donc, comment aller chercher la rentabilité ou la conserver ou l'atteindre pour ceux qui l'ont jamais atteint dans un environnement où nos coûts internes, c'est de l'humain, et derrière, il faut faire mieux, plus, moins cher, comme dans n'importe quelle industrie. Alors, c'est sûr que quand l'intelligence artificielle arrive, il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, c'est peut-être la solution miracle. Pourquoi? Parce que je vais produire du contenu pas cher, puisqu'en fait, il n'y a pas 36 possibilités si on veut impacter le modèle économique des médias. C'est pas juste d'utiliser des outils qui améliorent le travail des journalistes. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on est capable de produire, allez, 2 fois plus, 3 fois Mmh. plus, à coût constant, ou est-ce qu'on est capable de faire exploser littéralement la productivité, ce qui est la même question. Voilà. Donc finalement, l'IA, elle arrive à un moment de faiblesse des médias, et sur lequel la tentation, ils l'ont dit, c'est de se dire, est-ce que c'est pas l'outil magique qui va tout Oui. d'un coup faire sauter le verrou traditionnel, qui est qu'on est limité par le nombre de personnes, et chaque fois qu'on veut faire plus, ben, il faut plus de monde, qui est Mmh. le problème classique. Bien sûr. Alors comment toi tu résumes effectivement cette attente des médias aujourd'hui vis-à-vis du déploiement de l'IA générative? Voilà, ils veulent en faire quoi concrètement? Ouais, il y a plusieurs, alors il y a plusieurs attentes en fait. Hein. Donc la question fondamentale, c'est et qui est extrême, c'est en fait il y a tout le spectre de savoir en quoi ça peut m'aider à travailler, en quoi ça peut améliorer le travail quotidien des journalistes, et jusqu'où je peux aller, sachant que le Graal, c'est de pouvoir produire du contenu, ce que j'appelle lâcher le guidon. C'est-à-dire, je lâche le guidon, la machine produit du contenu, j'ai optimisé tout, et tout ça est entièrement automatisé. Alors, je dis pas que c'est ce que veulent faire les médias. En l'occurrence, ils sont justement en train de reculer par rapport à ça. Mais c'est un des sujets. Disons que c'est l'extrême. Donc après, il y a toute la gradation entre le début et la fin, avec la capacité d'utiliser l'IA à la fois comme outil d'editing, comme outil pour, alors ça va être synthétiser des contenus, ça va être améliorer la compréhension ou l'analyse de documents, ça va être produire aussi des analyses, aider à faire des plans sur des choses complexes. Donc il y a toute la palette, si tu veux, de choses. En ce moment, tous les médias sont en train d'expérimenter, et euh, le consensus qui est en train de se dessiner, c'est quand même de se dire, bon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un outil d'assistant très utile, c'est-à-dire que si on estime que les journalistes écrivent des articles, ils vont trouver dans l'IA un assistant pour faciliter un certain nombre de choses. Ça va de l'editing de l'article au fait que ça va les aider à analyser des sources d'informations, donc les plans, enfin tout ce que j'ai dit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'IA comme assistant, et le consensus de marché est quand même en train de se faire sur l'idée que c'est ça le cœur qui va rester. Mmh. En revanche, les retours d'expérience sont relativement mauvais ou discutables sur l'idée de savoir si on peut lâcher le guidon, comme je dis, pour laisser la machine faire des choses. Et ça, on y reviendra. Et ça, c'est le sujet qui est pas si simple. Après, il faut pas oublier que quand on parle enfin, il n'y a pas que le journalisme. Il y a toutes les questions de marketing. Il y a toutes les questions d'automatiser des tâches marketing, le fait de gérer des newsletters, le fait donc il y a énormément de tâches qui peuvent être plus ou moins déléguées à l'IA, analyser aussi les emails entrants, enfin voilà, faire de l'outline, générer du search. Voilà, il y a plein de choses aussi qui ne concernent pas strictement le journalisme, mais qui vont intéresser d'autres fonctions à l'intérieur des groupes de presse. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses quand même qui relèvent de la promesse, sur lesquelles on peut espérer améliorer la productivité. D'accord. Donc finalement, il y a d'énormes espoirs, enfin voilà, de ce qu'on peut faire avec, l'IA au-delà de la productivité, l'IA générative pour, aider à repenser des métiers, des tâches et se concentrer, beaucoup de ces personnes qui nous vendent ces solutions, de nous concentrer sur la plus-value. C'est ça, la promesse? Alors, quelle est la plus-value? C'est la grande question. C'est-à-dire, Mmh. qu'est-ce qu'on a identifié comme plus-value par rapport à l'attente de départ? Donc, oui, on est en train d'identifier que dans plein de cas, je sais pas moi, les traductions et tout ce qui est editing en général, il y a plein de choses à imaginer. Je sais qu'il y avait un patron de presse qui m'expliquait comment
peut utiliser l'IA pour gérer euh, en direct les correspondants de presse qui sont dans les régions, par exemple, et faire en sorte que dans les outils de publication, finalement, l'IA, elle va permettre d'éviter des va-et-vient avec les secrétaires de rédaction, et voilà, tout ça va améliorer et faciliter la rédaction des articles et la qualité de l'article en sortie, même si c'est pas l'IA qui rédige l'article. En revanche, la question, c'est juste qu'on peut aller sans lâcher le guidon. Et c'est vrai que la chose dont moi je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est que les retours d'expérience ne sont pas bons. Je pense qu'il faut le dire. En Mmh. particulier parce que les attentes étaient probablement trop hautes. Alors les vendeurs de pelles, il faut dire Ouais. qu'ils ne sont pas très critiques. Enfin, on a quand même un problème que l'industrie de l'IA survend très largement ses capacités. Et en particulier, ce que Yann Lequin ou d'autres experts comme Luc Julia résument très bien en disant l'IA n'est pas intelligente. En fait, l'IA n'est pas intelligente. Et je sais qu'il y avait Luc Julia qui nous disait, mais vous êtes fou, vous l'utilisez pour des choses pour lesquelles elle n'est pas faite. Ce qui veut dire que vous vous mettez vous-même à risque à imaginer qu'elle est faite pour produire des contenus. Alors, traduire tout ce qu'on veut, etc. Mais enfin, produire des contenus sans contrôle, certains nous disent c'est une folie. Et en fait, ce qu'on découvre depuis plus d'un an, c'est que les hallucinations qui paraissaient comme quelque chose d'annexe des technologies de l'IA, en fait, on n'arrive pas à les réduire. La vérité vraie, c'est qu'on Ouais. n'arrive pas à les réduire. Et le marché se divise en deux, entre ceux qui disent oui, mais vous inquiétez pas, ça va s'améliorer, ceux qui vous disent il y a manière d'améliorer les prompts, ce qui est vrai. Donc, on essaie de réduire le risque, mais finalement, il y a beaucoup d'experts qui disent non, en réalité, c'est inhérent au modèle. Et la vérité, c'est que il y a un problème de fiabilité inhérent à l'IA si vous l'utilisez pour ce genre de choses. Ce qui fait que la surprise, c'était que finalement, dans tous les domaines, même ceux qu'on croyait protégés, les retours d'expérience montrent que même en trad, par exemple, les trad qui fonctionnent très bien, Mmh mh. au bout d'un moment, plus on répète les opérations de trad, plus ça commence à partir en sucette. Mmh. Moi, j'ai vu, au bout d'un moment, l'IA, moi, sur des tests que je faisais, elle se mettait à résumer les textes et plus simplement à les traduire. J'avais rien Oui. demandé, hein, mais voilà. Mmh mh. Mais Complètement. la plupart des gens qui expérimentent font remonter, même si leur a priori est positif et tout ça, ils finissent toujours par s'apercevoir que même dans le meilleur des cas, il y a toujours des petits soucis de fiabilité, de choses inventées, les sources, j'en parle pas, des fois ils inventent des Complètement. sources, et que ça, on n'arrive pas à le réduire. Et on n'arrive pas à le réduire. Et la nouveauté, c'est qu'on apprend, ce qu'on est en train de découvrir là, c'est que non seulement on n'arrive pas à le réduire, et c'est là où d'autres nous disent, mais c'est normal, mais en plus, ça empire. Tiens-toi bien, David, ça empire. C'est-à-dire que Mmh. plus vous faites des itérations, plus ça part en sucette. Ce qui veut dire que c'est là où il faut bien faire la différence entre l'expérience qu'on a tous eue en utilisant l'IA pour nos utilisations enfin, personnelles ou professionnelles, où on est bluffé par les résultats, et il n'y a pas de problème, on est bluffé. Mais la question de savoir si le résultat qu'on a sous les yeux est publiable en l'état, c'est une autre discussion. Oui. Et le fait Alors de devoir vérifier, plus le texte est long, par exemple, plus ça se transforme en enfer de devoir vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et tout ça. Mais en fait, si on revient à la question de départ, qui est une question industrielle, dans le monde des médias, c'est pas un petit détail. Le fait de se dire peut-être que même dans un article sur 10, il y a une erreur, c'est un problème industriel pour nous. mmh. C'est pas juste un détail. Oui. Parce que ça veut dire que non seulement il faut contrôler, mais en plus, la plupart du temps, il faut faire contrôler par quelqu'un qui a l'expertise, parce que les hallucinations, c'est plus les trucs d'il y a 2 ans, c'est quand même des choses un peu Oui. plus subtiles. Ce qui veut dire qu'il faut revenir, on réintroduit de l'humain, et c'est ça que je voulais dire par rapport, je disais au début, est-ce qu'on peut lâcher le guidon? Et que l'enjeu des médias, l'enjeu industriel, c'est de produire beaucoup plus sans aller affecter des ressources humaines. C'est ça le problème industriel que tout le monde a. Et en fait, ce qu'on est en train de découvrir, ben non, c'est pas possible, il faut introduire de l'humain. Donc même si l'humain, c'est à la marge et qu'on peut améliorer les choses, c'est mort. C'est-à-dire que, Mmh. enfin, c'est mort. On s'entend, ça veut dire que l'IA ne peut pas produire, ne pourra pas produire euh, des, si tu veux, des gains d'échelle de la productivité à un niveau qui résoudrait beaucoup des problèmes de la presse. Ça veut dire si on est obligé de réintroduire de l'humain, ça veut dire qu'on réintroduit du coût humain, du temps, Mmh. et même si on fait mieux qu'avant et que l'IA est toujours utile, ça veut dire que globalement, les outils d'IA vont améliorer la productivité, ça on en est sûr, il y a plein de choses fabuleuses, il y a des choses nouvelles à faire, mais globalement, ça ne va pas changer
je vais pas dire, je vais être dur, hein, mais grand-chose au schmilblick. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas doubler la productivité, ou alors ceux qui le font, parce que certains vont le faire, et certains vont le faire parce que certains le font déjà, Mmh. je suis bien placé pour le savoir, euh, ils vont en réalité s'exposer à des risques énormes. Et des risques juridiques sur ce qu'ils publient, et ça, ils vont le découvrir trop tard. C'est-à-dire tous ceux qui se disent je vais faire un contenu, je vais faire un média sans journalisme ou en limitant le nombre de journalistes, en fait, sont en train de prendre un risque juridique qu'ils vont découvrir rapidement à terme. Bon, ça, c'est un des principaux arguments qui fait que c'est un peu la douche froide, même si en réalité, les retours sont pas. Il faut bien comprendre, les retours sont pas non plus négatifs, c'est pas une catastrophe. Mais en fait, on découvre qu'on ne pourra pas raisonnablement pousser la machine jusque-là. Alors certains diront, bah, tant Intéressant. mieux, Mmh. mais la vérité, c'est que ça veut dire que d'un point de vue industriel, l'IA n'aura pas l'impact qu'on imaginait peut-être, et d'être la solution magique à toute chose. Alors, il y a un deuxième argument qu'on oublie, c'est la question du prix. C'est qu'actuellement, on est tous en train de s'amuser avec l'IA, mais personne ne paye le coût réel du traitement de l'IA. C'est-à-dire qu'il y avait un consensus il y a quelques mois, je crois que c'était Yann Lequin qui disait ça, enfin, en gros, il faut se préparer à du x4, c'est-à-dire ce que vous dépensez actuellement, alors dans des conditions professionnelles, hein, il faut se préparer à ce que le tarif, tôt ou tard, il soit au moins multiplié par 4. Et ChatGPT disait, bah, ils ont même fait des offres à 200 euros par rapport à l'offre de base à 20 euros, et Altman disait à 200 euros, c'est toujours pas rentable, ce qui veut dire que même à x10, dans certains cas, c'est pas rentable. Bon, ceci dit, les coûts sont en train de s'abaisser, etc. C'est pas aussi. Il y a des choses qui vont s'améliorer sur ce terrain. Mais ça veut dire qu'il y a un autre sujet qu'on n'a pas encore apprécié, qui est la question de la rentabilité. C'est-à-dire qu'est-ce que toutes les tâches vont en réalité être rentables? Ça n'est pas sûr du tout. Et par exemple, tout ce qui est vidéo, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, continuez à vous amuser à générer des vidéos de 8 secondes. Mais, vous voyez, il y a un certain nombre de sujets, on n'y est pas encore, qui font que, attention, l'IA, ça va être un peu plus compliqué à gérer une fois que ça va être dans les process de fabrication. Oui, donc l'IA n'est pas à son juste prix comme tu aimes à le dire. Non, on ne sait pas quel va être le prix. Mmh mh. Ça va être moins horrible que ce qu'on imaginait il y a un an, parce qu'encore une fois, les coûts de production sont en train de baisser. On arrive à optimiser les outils, donc il y aura un juste. Mais par exemple, l'idée que l'IA remplace le search, on disait encore il y a un an, c'est même pas sûr que ce soit possible techniquement en termes de consommation d'énergie et autres, etc. Donc en fait, tout ce qu'on imagine de l'IA, là en 2025, il faut faire très attention parce que quelle va être la configuration des outils d'IA, des plateformes d'IA, ne serait-ce que dans un an ou 2 ans, c'était pas sûr du tout qu'on conserve, et même l'accès gratuit de l'IA, moi je suis pas sûr du tout que, on va voir, hein, c'est le marché publicitaire Sûr. qui fera la chose, mais rien ne dit que ce soit aussi ouvert qu'on l'imagine. Autrement dit, les usages vont encore changer. Complètement. Ah bon, passionnant. Bah, alors, continuons et donc, concrètement aujourd'hui, où se situe, selon toi cet avantage compétitif? Si tout le monde, s'arme de la même façon, Ah ben, course à l'armement, alors où va se situer l'avantage compétitif? alors ça c'est le troisième, oui, c'est un troisième argument, c'est que le paradoxe de l'IA, c'est que tu peux produire, en tout cas il y avait la promesse de produire des contenus à bas coût, à très fort volume. Le problème, c'est que ton voisin acquiert exactement les mêmes capacités, pas cher. Alors on verra le pas cher comment il va évoluer, mais enfin en tout cas, ce qui te paraissait formidable, il y a juste un problème, c'est que ton premier concurrent, il peut faire exactement la même chose le lendemain matin, ce qui veut dire que l'avantage comparatif, il a de fortes chances de s'annuler. Hein. Plus les coûts, en fait, on va vers une tendance à zéro de production des coûts. Certains voient ça comme un avantage, mais en fait, le grand paradoxe, ça veut dire, c'est que ça va pas être différenciant. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qui sont, on le sent, enfin, je pense que les plus lucides le savent et le sentent, mais quand on est la tête dans le guidon sur l'innovation, on voit pas forcément ce problème-là. C'est que paradoxalement, c'est pas le contenu qu'on est capable de produire en masse et que son voisin est capable de faire exactement la même chose qui va au final faire la différenciation du média et sa valeur sur le marché. Donc le paradoxe, c'est retour à la case départ. Mmh. Un gros retour à la case départ, si on veut continuer à se différencier, et surtout dans un modèle payant, faire valoir évidemment une valeur ajoutée que n'auraient pas les petits voisins. D'accord. Donc finalement, on en revient finalement à la ligne éditoriale, à la force de la marque finalement, on en revient aux fondamentaux. Bah, écoute, alors moi c'est ma conclusion à condition qu'on ait un projet, enfin encore faut-il avoir un projet éditorial parce que il faut
dans cette affaire, on oublie que, on va dire, le marché, c'est un peu comme s'il se divisait en deux. Il faut jamais oublier qu'il y a beaucoup de gens pour qui un média est un support de communication et qu'au fond, sa qualité n'est jugée que selon son rendement publicitaire. Donc moi, je garde en tête que même s'il y a deux extrêmes, les médias qui vivent d'abonnement et les médias qui vivent de pub, et que la majorité quand même ont des modèles hybrides, c'est-à-dire que le modèle abonnement ou sur des dons ne peut pas survivre seul, il faut quand même un peu de pub, donc la réalité c'est qu'on est sur des modèles hybrides. Je n'oublie pas qu'il y a des gens qui se disent, bah, l'IA, moi, finalement, pourquoi je m'emmerde avec un modèle, avec des journalistes, avec tous les coûts afférents au statut des journalistes. Je me souviens le test qu'a fait un quotidien italien, test d'ailleurs qui n'était pas forcément excellent, mais que tout le monde a pu le regarder de près. Il y avait le directeur de la rédaction qui disait, ben moi, avec l'IA, j'ai pu... ils ont fait un test, ils avaient un cahier entièrement réalisé par Mmh. l'IA toutes Mmh. les semaines, etc. Et il y a un truc qui m'avait un peu étonné, qui m'a fait tiquer, c'est qu'il disait, bah, par exemple, j'ai fait des critiques de bouquins, j'ai demandé à l'IA de me faire des critiques négatives de bouquins. Et alors là, je me suis dit, quand même, quel culot, mais ça dit quelque chose, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, la promesse de l'IA, même si c'est pas parfait, c'est l'opportunité d'imaginer des médias qui vont être 100% marketés, c'est-à-dire que je vais enfin pouvoir dire ce que j'ai envie de dire pour des besoins business. Donc, je pense que le marché va un peu se diviser en deux. Enfin, il y aura un gros milieu, on va dire, mais entre ceux qui vont mettre le bras dans le pot de miel, il faut se dire, moi, le fait que ce soit pas fiable, c'est pas gravissime parce qu'en fait, je vise autre chose, mais j'aurai un outil qui me permet surtout de produire ce que je veux. Et de l'autre côté, la question d'avoir des médias qui ont un projet éditorial, pour qui la question, elle a jamais cessé d'exister. C'est de savoir à qui on s'adresse, d'avoir un projet, d'avoir des contenus qui soient adaptés à la cible et de garantir une forme de vérité, de fiabilité des contenus qui sont produits. Ça paraît bête de le redire, mais Eh je oui. te confirme que ça n'est pas dans l'esprit de tout le monde. Se préoccuper de ça n'est pas dans l'esprit de tout le monde, même si tout le monde même si tout le monde le dit. Donc je pense pour tout dire que tu vas avoir en fait, les médias, je dirais, d'entrée de gamme de mauvaise qualité vont monter en qualité formelle, c'est-à-dire il y aura plus de faute d'orthographe. Mais en gros, il va y avoir une profusion de médias créés sur des objectifs purement marketing. Et de l'autre côté, les médias qui ont un projet éditorial sur lequel ils attendent peut-être qu'il y ait du payant, qu'il y ait de l'abonnement, vont devoir effectivement le définir, de travailler sur finalement le fait peut-être de renoncer à certains contenus trop faciles à produire, de se Mmh. concentrer sur un mix qui serait un mix avec du service, avec d'autres choses, mais toujours dans le sens d'une valeur ajoutée, et surtout une direction éditoriale beaucoup plus, oui, j'ai envie de dire beaucoup plus politique, parce que c'est ma conclusion personnelle sur le domaine IPG, mais en tout cas, de moins se permettre une dispersion. Un des problèmes qu'il y a actuellement, qui sont liés au modèle économique, surtout du numérique, c'est qu'on a tendance à transformer les médias et les journalistes et les rédacs comme des producteurs de contenu. C'est-à-dire que finalement, on réduit le pouvoir des rédac chefs, etc., parce que ce qu'on veut finalement, c'est une machinerie qui produise des contenus un peu sans surprise. Et je pense que c'est là que va se faire la fêlure. C'est-à-dire qu'en fait, le besoin, si on veut exister, il va falloir avoir des marques fortes. S'il faut des marques fortes, il va faire des choix éditoriaux forts, ce qui veut dire assumer des prises de position fortes d'un point de vue journalistique. À l'inverse, va se détacher une partie de la profession qui, elle, a besoin, en gros, surtout pas de vagues, d'avoir un Oui. certain niveau de fiabilité, etc. Tout ceci existe déjà, mais je pense que avec l'IA, ça va se détacher. Il y a une fracture qui va s'opérer de manière beaucoup plus visible. Mais c'est un D'accord et avec avis, bon, cette après, c'est un avis personnel. non, c'est très, très intéressant et avec cette IA qui, l'IA générative qui ne redistribue plus, finalement aussi, l'IA qui ne redistribue plus, les audiences, l'intérêt pour les médias de retrouver le lien direct, hein, donc avoir de la Oui, valeur et retrouver le lien direct avec son utilisateur. alors c'est un des gros paradoxes, c'est qu'un des usages où l'IA, je dirais qu'on peut, tout le monde va y aller un peu comme des cochons, c'est qu'on sait qu'il y a une partie des contenus qui servaient au SEO. C'est-à-dire de se dire, il y a plein de contenus qui ont été confiés à des agences ou à des rédactions fantômes ou tout ça, qui en gros visaient
à se positionner sur les moteurs de recherche pour aller chercher une audience de masse, etc. Donc le gros paradoxe, c'est que c'est pour ce type de contenu que l'IA est probablement la plus efficace et capable de produire des volumes qui étaient hors de portée auparavant, donc tout le monde va le faire. Mais le paradoxe, c'est que ça arrive au moment où tout ça va s'effondrer. C'est-à-dire que le Oui. SEO, le consensus en ce moment, alors tout le monde souffre du SEO depuis déjà 2 ans, il y a une baisse de près de, 10, de 20-30% chez beaucoup de médias pour d'autres raisons, mais le consensus des experts, alors on l'a vu au geste avec des experts SEO, mais c'est aussi la conséquence des études qui ont pu être faites sur le début de l'apparition de l'IA dans le search de Google, etc. Le consensus, c'est de dire on va perdre, une fois que ce qu'on appelle l'IA Overview va être lancé par Google, c'est-à-dire qu'il y aura l'IA va répondre aux Oui, questions du search exactement. Mmh. et va pousser en fait les réponses traditionnelles. Le consensus, c'est de s'attendre à moins 30, moins 40% de trafic. C'est-à-dire que là, c'est ce que tout le monde se prépare à au moins ce niveau de dégâts. C'est dire que c'est pas la panique, mais enfin, en tout cas, ça veut dire que c'est une page qui se tourne, tout le modèle ancien va disparaître. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est qu'au moment où arrive l'outil qui permettrait d'industrialiser les contenus, l'optimisation, bah, Oui, l'optimisation va donner, va s'effondrer. Et il va falloir revenir à la discussion d'origine, d'avant Google, j'ai envie de dire, sur lequel bah, la qualité des contenus, la proximité avec le lecteur, la possibilité de l'adresser directement, et en gros, fin de bien sûr. l'histoire, on ne fait plus confiance. On ne fait plus confiance au search, on ne fait plus confiance aux réseaux sociaux, etc. Donc ça c'est vraiment la bataille des prochains mois et probablement des 2 prochaines années. Alors cerise sur le gâteau, est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est-ce que la porte est en train de s'entrouvrir sur, des médias sans journalistes? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, c'est directement lié à finalement ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que même si tout le monde le dit pas, il y en a qui sont très tentés. Donc moi, je dis clairement, je vois passer des dossiers maintenant, c'est plus des hypothèses de travail. C'est-à-dire que là, il y a des dizaines et des dizaines de sites qui sont, alors c'est des petits, beaucoup sont opérés par des agences de SEO. C'est l'idée de, bah, avec l'IA, je vais tenter le coup, je vais faire des médias soit hyper spécialisés, soit au contraire généralistes. Et donc, je vais tenter le coup sans journalisme. Donc, formellement, c'est possible. Mais ce qu'on s'aperçoit, et c'est là où c'est les limites de l'IA, c'est que si on veut se positionner sur l'actualité, en fait, l'IA, par essence, je dirais au départ, elle ne peut pas traiter l'actualité puisque le machine learning s'arrêtait il y a 2-3 ans, ce qui veut dire que, pour dire les choses très simplement, une IA qui est capable de produire un article d'actualité, c'est nécessairement parce qu'elle a fait un travail de synthèse sur d'autres articles d'actualité qu'elle est allée chercher ailleurs. Autrement dit, c'est pas du plagiat, mais enfin, on est dans du parasitisme. Et ça, c'est le problème du moment, mais ça veut bien dire finalement que l'IA, elle peut faire des choses que dans la mesure où elle est capable d'aller chercher l'information à un endroit où quelqu'un d'autre a fait le boulot. Donc la question journalistique, elle est là, c'est-à-dire que l'IA va faire de très bonnes synthèses, avec toujours le risque d'hallucination, donc il y a toujours le risque de publication. Mais au final, sur les domaines qui intéressent les médias d'information, l'actualité, ça reste difficilement possible. Hein, j'entends. C'est-à-dire qu'en plus, l'IA, d'un Mmh. point de vue journalistique, pas capable, bah, elle va pas générer spontanément des citations, elle est capable peut-être de les réexploiter ailleurs, mais elle-même ne fait pas le travail. C'est là où les experts disent, mais vous êtes fou d'avoir même imaginé que ça pouvait être le cas, puisque l'IA n'est pas intelligente. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. L'IA ne sait pas ce qu'elle fait, ce qui veut dire que c'est une folie de la mettre en situation de remplacer les journalistes. Donc en ce moment, il y a une petite discussion, je pense que c'est pour ça que tu posais la question, il y a un petit débat très franco-français Mmh. où, avec la CPPAP, certains ont peut-être vu des articles, c'est-à-dire que pour accéder, par exemple, aux aides de l'État, mais surtout à la TVA, des TVA préférentielles ou les aides postales, etc. En France, on a le système de la CPPAP qui font que les médias se font attribuer un numéro. Mmh. Ça permet de garantir que c'est un média d'information, donc les gens qui y travaillent sont des journalistes, ils ont la carte de presse, tout le monde est content. Euh, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que, en fait, quand vous êtes un média d'IPG, c'est-à-dire d'information politique et générale, bon, ben, il faut des journalistes, ça fait partie des critères. En tout cas, il en faut au moins un. Ce qu'on ne savait pas, ce que peu de gens savent, c'est que quand c'est un site internet, ce qu'on appelle un SPEL, service de presse en ligne, il n'y avait pas d'obligation d'avoir des journalistes.
Très peu de gens le savent. Autrement dit, il y avait des trous, il y a des trous dans la raquette. Et donc, ça fait déjà quelque temps qu'une des questions, c'est de savoir si on durcit les règles. Et la question devient urgente parce que personne, Oui, évidemment, ça depuis 200 s'accélère. ans, n'avait imaginé qu'on pouvait Mmh. avoir des médias faits sans humains. Mmh. Donc, il y a les discussions qui sont venues un peu s'entrechoquer. Et dans le cadre de l'idée de savoir si est-ce qu'on impose qu'il y ait des journalistes ou pas, c'est vrai que ça aboutit à un texte là qui est en discussion, qui est un projet de décret, euh, qui, qui crée des exceptions. C'est-à-dire que oui, globalement, on veut des journalistes, mais il y a des exceptions. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que déjà, et c'est la réalité, un grand nombre de médias, mais souvent médias spécialisés, n'emploient pas de journalistes parce que les gens qui rédigent, en gros, ils ont un autre métier. C'est peut-être des Mmh. médecins qui font un magazine de santé, etc. Donc, ils n'ont pas les critères pour avoir le statut de journaliste. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des médias, il existe des médias sans journalistes. Et donc, on est en train d'aménager une exception pour se dire, mais ces gens-là font quand même un travail de journaliste. Donc, dans la mesure où ils feraient un travail de journaliste, essayons de voir, de ne pas les exclure sous prétexte Bien que sûr. c'est juste des gens qui ont d'autres métiers à côté, etc. Mais évidemment, ça fait débat parce que c'est au moment où l'IA arrive, ça peut être vu comme une porte ouverte à des médias qui, eux, ne cherchent pas du tout à avoir de journalistes et même d'ailleurs sont très contents de s'en passer. Et donc, on serait dans ces cas-là sur des critères où, bon, certains rassurent, alors ce qui est pas faux, hein, mais de se dire, ben, il y aura d'autres critères, on va juger si c'est un travail journalistique. Mais ce qui va poser problème, puisque ça veut dire qu'il va falloir juger un petit peu sur le fond des articles, Bien sûr. et ce qui est quelque chose de toujours touchy. Donc ça, c'est un débat qui est purement franco-français. Mais encore une fois, faire un journal, un média 100% avec l'IA, c'est pas illégal. Hein. Mmh. C'est juste une question qui se pose de savoir s'ils peuvent accéder à des aides ou ne serait-ce qu'à des tarifs préférentiels et surtout à la TVA. D'accord? Donc c'est pas il s'agit pas d'interdire de le faire, il s'agit de Non. savoir si bon, est-ce que ça peut être financé ou aidé de la même manière de tout le reste, sachant que quand même le système des aides, c'est aussi pour compenser soit des coûts de distribution élevés, mais aussi soutenir le fait qu'il y a des humains qui font de l'investigation, qui font du reportage, etc., etc. Donc il y a quand même un vrai sujet qui est en cours de discussion, qui, enfin pour moi, ça fait un peu désordre, hein, on va dire les choses Mmh. clairement. Mais voilà pourquoi ce débat des médias sans journalistes, il existait. Et c'est pour ça que je te disais, bon, le gros de la profession est en train d'arriver à la conclusion qu'il ne faut pas produire des contenus sans la supervision d'un journaliste. Et d'ailleurs, les plus grands titres Bien ont sûr. dit, ils l'ont écrit, ils renoncent à toute idée de produire des contenus ex nihilo, comme on dit, c'est-à-dire ce que j'appelais lâcher le guidon. Bon, Bien sûr. maintenant, les grands médias, ils ont compris qu'il fallait. Il y a une frontière, il va pas le faire passer, mais la frontière, la difficulté, c'est qu'il va falloir la matérialiser, la qualifier. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Jusqu'où l'IA rédige des choses? Alors justement, c'est presque c'est la conclusion et ça j'aimerais t'entendre, que tu synthétises et que tu nous partages ton opinion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi t voilà, un contenu traité de manière journalistique? Qu'est-ce qui est non négociable? Et ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est qu'effectivement l'IA n'est pas intelligente et en même temps les journalistes doivent mieux, marquer leurs intentions dès le départ. Pourquoi je produis ce contenu-là? Pourquoi il est différent de tout ce qui a existé jusqu'à aujourd'hui? Il doit, être publié. Alors, aujourd'hui, j'aimerais t'entendre sur, effectivement, c'est quoi ce journalisme, en 2025? Ben, le journalisme en 2025, en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que si vous venez du monde du journalisme, vous avez fait une école de journalisme, tout ça, c'est bateau. C'est juste revenir à finalement ce qu'on exige d'un journaliste, qu'on exige de nous depuis des années en termes de vérification de l'info, de fiabilité. Maintenant, euh, il faut pas se leurrer, il y a des gens pour qui faire un média, c'est pas forcément faire de l'investigation. Moi, j'ai connu au début de ma carrière des jeunes patrons qui, sans aucune méchanceté, ne comprenaient pas pourquoi on ne reprenait pas in extenso un communiqué de presse. C'est-à-dire que c'était pas méchant, c'était des gens de bonne foi qui comprenaient pas. L'exercice journalistique, pour nous, il est normal, mais on va pas se leurrer dans l'ensemble de la production éditoriale du marché et des médias, c'est pas forcément toujours la norme. Tout C'est à la fait. norme de ce que les journalistes aimeraient faire. Maintenant, en pratique, c'est pour ça que je disais, il y a des gens pour qui le projet de média est un support de communication.
Ils n'ont pas d'exigences particulières, et à la limite, c'est même les ennuis commencent. Si on commence à faire du journalisme, c'est la promesse d'ennui qui arrive, et donc tout le monde n'a pas cette ambition. Et moi, je pense que là, on va arriver à une fracture qui va vraiment, il va y avoir un écartement entre ceux qui sont obligés d'aller. Alors le journaliste, tu me dis, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est simplement de devoir vérifier l'information, c'est simplement d'aller chercher les sources, c'est d'aller au contact avec les témoins, c'est un certain nombre de choses qui ne sont pas à la portée de l'IA. Donc en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que ça devient indispensable, parce que comme il va falloir se différencier de tous ceux qui vont utiliser massivement l'IA, oui, il va falloir revenir sur des marques fortes, il va falloir construire des marques fortes, parce que globalement, tout le monde va être dilué. Il va y avoir des sources d'informations dans tous les sens, il va falloir des marques fortes. Et c'est pour ça qu'une partie des discussions auxquelles je participe dans les discussions avec les plateformes, et la question qu'on a posée récemment à Google, c'était de dire finalement, est-ce que on n'arrive pas à la fin, pour les plateformes de search et d'IA, de cette idée que toutes les sources d'informations se valent. Et moi, la question que je pose réellement à Google, c'est de dire, est-ce que le moment n'est pas venu de différencier les sources d'informations et d'accepter qu'il y en a qu'il faut peut-être surpondérer versus d'autres sous-pondérer, ce qui est une discussion extrêmement sensible. Mmh. La contrepartie de ça, pour nous, dans la profession, c'est qu'il va falloir être clair aussi sur le fait, ce que j'appelle créer une filière bio en presse. C'est-à-dire D'accord. que nous, il va falloir qu'on garantisse aussi que ce qu'on fait, c'est pas des contenus synthétiques. En tout cas, jusqu'à un certain point, on va Mmh. devoir garantir, nous aussi au marché et en premier lieu aux lecteurs, c'est pour ça qu'il va falloir des règles, de ce qu'on fait, ce qu'on s'interdit de faire, de façon à se différencier. Donc, il va y avoir le double phénomène, mais je pense que dans un monde où le coût de production va tendre vers zéro des contenus, bah, si on veut faire payer, il va falloir aller toujours plus loin dans la valeur ajoutée. C'est un Tout à raisonnement fait. d'économiste première année. Hein, Mmh mh. mais en D'accord. fait, donc ça a toujours été le cas. Tu vas me dire, mais c'est rien d'autre que ce qu'on nous a Mmh. toujours dit de Mmh. faire. Oui, mais dans les faits, on sait très bien qu'on l'a pas toujours fait. Et après, il y a d'autres questions plus industrielles enfin, c'est pas si simple, quoi. Voilà. Mais Bien donc, sûr. il y a ceux qui vont supporter un projet éditorial fort et qui vont devoir aller plus loin dans la valeur ajoutée, Mmh. même avec l'IA, parce que l'IA peut être apporteur de services et de choses, et d'autres, il va être l'entrée de gamme. Si tu veux, en fait, le vrai débat, il va être entre gratuit et payant. Parce que la vraie question, c'est le gratuit. Je lisais là le rapport Reuters qui vient de tomber. Les Français, il n'y a rien à faire. On est en dessous de la moyenne en Europe sur l'achat de Complètement. contenu. Voilà, donc on est à 11%. La moyenne en Europe, c'est 18-20, là, je ne sais plus. Donc c'est la cata. Euh, les gens ne sont pas prêts à payer pour l'information, mais ils sont abreuvés de contenu gratuit. Là, ce qui va se passer, c'est que ce qui se passe déjà, c'est que finalement produire des contenus gratuits, ça n'est déjà quasiment plus possible, c'est-à-dire que ça n'est plus payé par la publicité. Ça n'est plus Oui. payé par la publicité. D'où les modèles hybrides. Il y a un peu de dons, il y a un peu d'abos, et s'il y a du gratuit, ça permet d'avoir un inventaire avec de la publicité, et c'est là-dessus que jouent 90% des médias. D'accord? Mais la vraie question, c'est l'effondrement du gratuit, que d'ailleurs l'industrie de l'IA n'a pas anticipé, parce que si pour des raisons de modèle économique, le gratuit est compromis, et que vont s'engouffrer dans la brèche tous ceux qui vont précisément utiliser l'IA pour produire des contenus pas chers. Faut bien voir que quand on gagnait 10 euros il y a 15 ans en pub, on touche 50 centimes en 2025. D'accord? C'est ça le ratio. Donc si tu touches 50 centimes, il faut que tu produises à 30 centimes. Hein, Mmh. c'est un peu comme si on était des vendeurs de beignets, mais c'est comme Bien ça que sûr. ça se passe. Donc l'IA, c'est la promesse de pouvoir produire à 30 centimes. Donc certains vont le faire. Ce qui veut dire que le gratuit va être submergé par des contenus synthétiques, et les autres, il va falloir en sortir très vite. En revanche, ce que n'a pas forcément anticipé l'industrie, enfin les plateformes d'IA, c'est qu'elle-même a besoin de se nourrir de contenus professionnels. Je dis même pas journalistique, je dis professionnel en général. Or, si ces contenus ne peuvent plus être disponibles, accessibles gratuitement, elle va elle-même dans le gouffre. C'est-à-dire que Mmh. elle-même elle sait, tout le monde sait qu'on peut pas faire enfin, en tout cas, c'est très périlleux de faire du machine learning ou autre sur des contenus synthétiques. Oui. Donc, en fait, tout le monde va être dans l'impasse. Dans cette histoire, on est en train de se créer une impasse. Mais en tout cas, les médias les plus sérieux vont se réfugier du côté du payant. Et pour le reste, sur cette gratuité, bah, ça va devenir, enfin en tout cas, moi je pense que certains, voilà, ça va être envahi de contenus synthétiques, euh, qui vont formellement être bons au sens où il n'y aura pas de faute d'orthographe, ça va être grammaticalement correct, ce qui va changer de tout ce qu'on voyait auparavant. En revanche,
la valeur ajoutée va être discutable, puisque même ceux qui produisent des contenus par IA pourront difficilement les recopier la valeur ajoutée Bien qui sûr, sera plus accessible. Enfin voilà, bien sûr. grosso modo, le schéma. Excellent. Et Mais et et dans ce contexte-là, qui a le plus à perdre? Les gros médias leaders nationaux ou, les médias spécialisés, les médias locaux, les médias de niche, dans tout cet environnement que tu nous décris? Ou est-ce que, bah, pour le coup, ce sera bien réparti, tout le monde va s'en prendre, voilà, va prendre ses critiques, voilà, va peiner dans ce nouvel environnement? Ou est-ce que tu crois qu'il y a, voilà, quelque chose de plus difficile peut-être pour les médias nationaux dans ce nouveau alors, contexte? alors, on est sur des médias écrits, hein, pour le moment, on va dire, on Mmh, parle sur oui, des médias écrits, parce qu'il y a un autre sujet, mais sur les médias écrits, les grands quotidiens resteront des usines à produire de l'information exclusive pour un public plus ou moins élitiste, et ils garderont ce rôle-là. Le meilleur gagne, tu sais, le premier arrivé remporte tout. La question, c'est combien il restera de quotidiens. Mais en gros, les quotidiens joueront ce rôle de, voilà, ils ont la tête au-dessus des nuages, ils ont de l'abonnement, etc. La presse spécialisée, elle est la mieux placée pour aller chercher aussi de l'abonnement, parce qu'elle, de tout temps, elle sait cibler, elle, naturellement, elle va cibler, elle sait comment s'adresser à un public professionnel, elle sait le faire payer beaucoup plus cher que les abonnements à 10 euros par mois. Donc, en gros, la presse spécialisée, elle va s'en tirer. La difficulté, mais c'est déjà le cas, ça va être toute la presse magazine, puisqu'on n'a jamais retrouvé, on n'a jamais réussi à transposer sur Internet cette idée d'un produit de luxe, d'un magazine de luxe avec sa main, avec sa publicité très chère, etc. Donc ça, la grosse difficulté, c'est vraiment la presse magazine qui, une fois qu'elle est sur Internet, elle est confrontée, sa concurrence, c'est les quotidiens. Donc en fait, on est oui, magazine mensuel d'un côté et sur Internet, le concurrent, il est quotidien. Donc c'est unfair fight. Donc c'est eux qui actuellement souffrent. Donc moi, je pense que, mais après, c'est une théorie personnelle. Les anciennes divisions entre presse hebdomadaire, machin, tout ça est voué à disparaître simplement parce que en numérique, tout se vaut. Et on va être dans une division IPG, c'est information généraliste politique, d'accord. versus non-IPG. Et dans le non-IPG, on va retrouver le spécialiste, le spécialisé, on va retrouver le récréatif, comme on dit, et là, il y aura des statuts différents, Bien. etc. Mais je pense que la nouvelle division va s'organiser comme ça. Voilà, en tout Bon, cas, excellent. Merci pour cet échange. En tout cas, voilà, c'est passionnant et on aura l'occasion de rediscuter ensemble, sur Média Pionnier. En tout cas, merci de cet échange. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour d'autres sessions de Média Pionnier. et Merci merci Emmanuel. David, et merci pour toute la série de vidéos. Merci. Merci.